Cette semaine dans Afrique, nous nous rendrons à Madagascar où des hectares de forêt sont en péril à cause de la culture sur brûlis. Nous irons ensuite au Libéria où les habitants délaissent la mode occidentale au profit de tenues plus traditionnelles. Enfin, nous rencontrerons une jeune prodige des échecs ougandaise dont la vie a inspiré un film produit par Disney. Mais d'abord, les titres de l'actualité. 28 personnes sont mortes lundi au large de la Libye et 11 mardi, venant alourdir le bilan des 3500 migrants et réfugiés retrouvés morts en Méditerranée depuis le début de l'année. Originaires principalement d'Afrique subsaharienne, ils essayaient de rejoindre l'Europe à bord de canots pneumatiques. Certains pays européens plaident pour l'ouverture de camps de migrants en Libye pour limiter les arrivées via la Méditerranée. La diplomatie libyenne a rejeté cette proposition, insistant à la place sur une coopération avec l'Union européenne et les pays d'origine des migrants et des réfugiés. Les Marocains ont commencé à voter vendredi pour élire leurs 395 députés. Une trentaine de partis sont représentés, mais ces élections législatives s'annoncent comme un duel serré entre les islamistes à la tête du gouvernement de coalition et le parti Authenticité Modernité. Cette formation libérale dénonce un bilan catastrophique et s'inquiète de l'islamisation rampante de la société, même si le parti au pouvoir s'est bien gardé de légiférer sur les mœurs et a surtout cantonné son action à la sphère économique et sociale. Mais l'essentiel du pouvoir est de facto entre les mains du roi Mohamed VI, qui nommera lui-même le Premier ministre au sein du parti politique arrivé en tête des élections. Une cérémonie traditionnelle oromo a dégénéré dimanche dernier en Éthiopie. Bilan une cinquantaine de morts selon les autorités, une centaine selon l'opposition. Des dizaines de milliers de personnes s'étaient rassemblées à Bishoftu, non loin de la capitale, pour célébrer la fin de la saison des pluies. De nombreux participants tenaient leurs bras croisés au-dessus de la tête en signe de contestation. Principale ethnie du pays, les Oromos perçoivent les autorités comme une domination sans partage de la minorité des Tigréens. Des heurts ont éclaté entre les participants et la police lorsque la foule a pris à partie des dirigeants Oromos affiliés au gouvernement, déclenchant un mouvement de panique. Plusieurs manifestants sont tombés les uns sur les autres dans un fossé et sont morts étouffés. Face à la colère des Oromos, le gouvernement a décrété un deuil national de 3 jours. Troisième semaine de contestation des étudiants en Afrique du Sud. Les cours sont perturbés dans de nombreux campus depuis la décision du gouvernement d'augmenter les frais universitaires. Face à la colère des étudiants et aux affrontements avec la police, le ministère de l'Éducation s'est engagé à aider les familles les plus défavorisées. Mais cela n'a pas suffi à apaiser la situation. Les étudiants réclament une éducation gratuite pour tous. Plus qu'un mois et des trains circuleront enfin entre Addis Abeba et les ports de Djibouti. Le Premier ministre éthiopien Ali Mariam Desalegn et le président de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, ont inauguré mercredi une nouvelle ligne ferroviaire en présence d'une délégation chinoise. Les 750 km de rails ont été financés et construits par la Chine. Objectif, désenclaver l'Éthiopie qui n'a pas d'accès à la mer et stimuler les échanges avec son voisin. À l'issue d'une période test de 3 mois, les trains transporteront aussi des passagers en plus des marchandises. À Ranomafan, dans le sud de Madagascar, les habitants vivent quasi exclusivement de l'agriculture de subsistance. Mais pour cela, ils se trouvent contraints de pratiquer la culture sur brûlis. Des hectares de forêt disparaissent chaque jour dans ces épais nuages de fumée blanche. À Madagascar, la pratique du tave est encore très répandue. Les paysans brûlent la forêt primaire pour défricher de nouvelles terres fertiles. Et la pauvreté galopante de ces zones reculées du pays n'aide pas à mettre fin à cette pratique ancestrale. Je ne possède pas de terrain dans la vallée, alors je suis obligé de déboiser la forêt pour cultiver. Je n'ai pas le choix, sans ça, je ne peux pas survivre. Près de la ville de Ranomafan, Jean Réal, son voisin, est l'une des premières victimes de ce déboisement sauvage. Sa rizière est asséchée et il craint de ne pas pouvoir récolter un seul grain cette année. Face au manque de moyens des pouvoirs publics, plusieurs ONG soutenues par l'Agence française de développement se mobilisent pour aider les paysans à lutter contre la déforestation. Une forêt qui est coupée, elle va être fertile le terrain va être fertile pendant 3 ans, mais ensuite il ne le sera plus, donc il va falloir trouver de nouveaux terrains, toujours de nouveaux terrains. C'est la disparition des ressources en eau, puisque la terre est un réservoir d'eau qui ensuite va être restitué pour l'agriculture, pour les usages domestiques, etc. Ce bosquet d'acacia et d'eucalyptus, des arbres à croissance rapide, a ainsi été planté près de Ranomafan pour fournir du bois à ses habitants. D'autant que la forêt est aussi menacée pour les besoins quotidiens, cuisine et construction.
Grâce à ce reboisement, on ne va plus se servir dans la forêt pour notre charbon ou pour construire nos maisons. Mais à Madagascar, 9 personnes sur 10 vivent toujours sous le seuil de pauvreté et les alternatives au TAV sont encore bien trop rares. Dernière retouche pour cette blouse inspirée des nageoires d'un poisson. Jody Seton dirige une boutique de mode dans la capitale du Libéria, Monrovia. Ses clients viennent y chercher un style local plutôt qu'occidental. Nous voulons représenter notre continent, le placer sur la carte. Donc pour les femmes du Libéria, il est important de porter leur propre mode parce que ça fait ressortir leur côté authentique, le vrai continent africain. Une véritable fierté des femmes africaines. Autrefois, les Libériens avaient adopté le style occidental, introduit par des esclaves affranchis revenus d'Amérique. Puis, entre 1989 et 2003, des guerres civiles ensanglantent le pays, forçant à l'exil des dizaines de milliers de personnes. Aujourd'hui, la diaspora revient, les valises pleines de tissus africains aux couleurs vives. Une aubaine pour cette styliste de haute couture qui était au chômage il y a 5 ans. Actuellement, j'emploie 22 personnes, 15 couturiers, j'ai des vendeuses, j'ai mon petit frère aussi, il peut coudre. Pour les clients, ces vêtements sont moins chers que les modèles occidentaux. Le textile serait aussi plus adapté à l'humidité extrême du pays, mais il s'agit avant tout d'identité. Ça représente le leadership. C'est pour ça que je m'habille comme ça. Et ça signifie que je fais partie d'une tribu particulière. Nous voulons nous éloigner de cette façon de porter d'autres vêtements tout le temps, surtout les trucs chinois et autres. L'économie du Libéria repose en grande partie sur les petites entreprises. Cet engouement récent pour la mode africaine donne un coup de fouet aux revenus du pays, l'un des plus pauvres au monde. Il était une fois, en Ouganda, une petite fille incroyablement douée pour les échecs. C'est le point de départ de la dernière production Disney, La Reine de Katwe, sortie fin septembre aux États-Unis. Un film produit et réalisé à Katwe, bidonville de la capitale ougandaise, où vit Fiona, dont l'histoire est portée sur grand écran. Mais sa vie n'a pas toujours été un conte de fées. On n'avait pas d'argent. Pendant 2 mois, on a dormi dans la maison sans payer. Maman galérait pour payer le loyer. Les choses n'étaient pas simples. Même avec la maison louée, la vie n'était pas facile. Derrière le succès de Fiona se trouve cet homme, Robert Katandé. Depuis plus de 10 ans, il enseigne les échecs aux enfants des bidonvilles de Katwe. Très vite, il repère la petite Fiona, arrivée par hasard dans son club d'échecs. Grâce à ses conseils et à ses entraînements, la jeune fille va rejoindre l'élite des joueurs du pays, avant de voyager dans le monde entier, de tournoi en tournoi. Ce qui était tellement captivant pour moi, c'était sa détermination à survivre en tant que jeune fille. Parce que c'est rare de trouver des jeunes filles dans les bidonvilles. Elles sont toujours timides du fait de l'environnement, elles sont tellement marginalisées, elles pensent qu'elles sont bonnes à rien. Mais c'est une jeune fille déterminée à survivre pour sa cause. À l'avant-première du film à Kampala, Fiona et son mentor sont réunis sur le tapis rouge. Pour la championne d'échecs, le film a changé sa vie. Il y a tellement de choses que je n'avais jamais connues avant, comme le tapis rouge et le public si nombreux. Et puis, c'était la première fois que je voyais le film. C'était tellement émouvant, je ne pouvais pas y croire. Aujourd'hui étudiante à l'université, la reine de Katwe se prépare à retrouver une vie normale. Mais son incroyable histoire, elle, continue de parcourir le monde. Pour la première fois en Afrique du Sud, des coureurs ont participé à la Strongman Run, pour certains déguisés. La Strongman Run est une course d'obstacles qui a fait ses débuts en Allemagne en 2007 et qui se déroule désormais dans 13 pays. La police d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier. L'inspecteur ougandais Samuel Ojobira le clame et le chante. Il a remplacé sa matraque par un micro le temps d'une chanson pour redorer l'image des forces de l'ordre, largement décriées pour leur violente répression et leur corruption en Ouganda. La semaine prochaine, nous irons en Afrique du Sud où le roller derby permet aux femmes de prendre de l'assurance et faire du sport, quelle que soit leur forme physique. À la semaine prochaine.